Bonjour. Aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, ça concerne la chimie. Le chapitre est les transformations spontanées dans les piles et production d'énergie. Pour commencer, je vais vous poser deux petites questions. La première, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Réaction d'oxydoréduction. Vous allez me répondre que c'est une réaction au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons. Donc, il s'agit d'un transfert d'électrons. La deuxième question que je vais vous poser, qu'est-ce qu'un courant électrique? Un courant électrique, c'est quoi? C'est un déplacement d'électrons. C'est un déplacement d'électrons. Dans le premier exemple, lorsqu'on parle de transfert, c'est qu'il s'agit effectivement d'un déplacement. Vous voyez qu'il y a quelque chose de commun entre les deux, c'est-à-dire dans les deux cas, il s'agit effectivement d'un déplacement d'électrons. D'où l'idée, va se poser la question suivante. Pouvons-nous exploiter ces réactions? Pouvons-nous exploiter ces réactions pour produire un courant électrique? Bien entendu, il s'agit de réaction d'oxydoréduction. Donc, le mot-clé là, c'est un transfert d'électrons. Donc, le premier paragraphe de la leçon, ça concerne le transfert d'électrons. C'est-à-dire, comment est-ce que les électrons se déplacent, ou bien d'un corps à un autre, transfert d'électrons. Et on distingue deux types de transfert. Petit a. Le premier mode de transfert, c'est le transfert spontané direct d'électrons. Donc le transfert spontané direct. Quand on dit direct, ça veut dire que les deux corps sont en contact. Celui qui produit l'électron et l'autre qui capte ces électrons. Donc, pour cela, on va essayer de décrire l'expérience suivante. Donc, on va essayer de décrire l'expérience suivante. On considère un bécher contenant une solution de sulfate de cuivre. Une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Cu2 plus aqueux, SO4 aqueux, dans laquelle donc la solution de sulfate de cuivre, elle est de couleur bleue. La couleur bleue, c'est une couleur qui caractérise les ions Cu2+, dans laquelle on introduit une lame de fer, c'est-à-dire le fer à l'état solide. Après un moment, on enregistre les observations suivantes. La première observation, qu'il y a décoloration de la solution et perte de la couleur bleue. Et dans un deuxième temps, il y a un dépôt de couleur rouge sur la partie émergée du fer. La couleur rouge, il s'agit là d'un dépôt de cuivre solide, Cu solide. Donc la décoloration
de la disparition de la couleur bleue et dans un temps ultérieur, apparition d'une couleur verte qui est caractéristique des ions Fe2+ en solution. Donc voilà la transformation. On va essayer d'interpréter cette partie. Pour cela, on va distinguer l'état initial et l'état final. Donc, l'état initial, il est caractérisé par quoi? La présence du fer solide, le voici, la présence des ions Cu2+ au milieu aqueux et les sulfates SO4 au milieu aqueux. Donc, l'état final, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe tout d'abord qu'il y a un dépôt de cuivre solide. Le voici, il est de couleur rouge. Et dans un deuxième temps, l'apparition des ions Fe2+ suite à l'apparition de la couleur verte. SO4-, ils sont présents dans l'état initial et dans l'état final. C'est ce qu'on appelle des ions spectateurs. Ils n'ont pas participé à la réaction. Bon, l'espèce fer, elle a passé de l'état solide, Fe solide, à l'état Fe2+. Donc, chimiquement, ça s'interprète comment? Donc, si je vous pose la question, quelle est la différence entre Fe solide et Fe2+, vous allez me dire, là, il s'agit d'un ion, donc il a perdu des électrons, exactement 2 électrons. Donc, Fe solide s'est transformé en Fe2+ plus 2 électrons. Là, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, le Cu2+ est transformé en Cu. Comment? En captant exactement 2 électrons. Ainsi, elle passe à l'état solide, Cu solide. Donc, en ajoutant les deux équations membre à membre, on obtient l'équation globale Fe solide plus Ce2+ aqueux. Donc, ça donne Fe2+ aqueux plus Cu solide. Donc, vous voyez qu'il y a transfert d'électrons entre le fer solide et Cu2+. Ce sont deux espèces chimiques qui sont en contact. Donc, là, pour le fer, il a passé de l'état solide, Fe solide à Fe2+. C'est ce qu'on appelle inoxydation. Et là, c'est une réduction. Donc, ça, c'est le premier mode de déplacement, le déplacement d'électrons qui s'effectue entre deux corps, deux espèces chimiques en contact l'un de l'autre. Le deuxième mode de transfert. Donc, deuxièmement, le transfert indirect, transfert spontané toujours, mais cette fois-ci indirect d'électrons. Bon, supposons que l'on se place dans un cas où on peut séparer l'oxydant du réducteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en contact l'un de l'autre et qu'ils ne sont pas dans la même solution. Donc, on a ici un réducteur, par exemple, et un oxydant. Et à l'aide d'un moyen extérieur, un conducteur, on essaye de transférer les électrons à partir du réducteur vers l'oxydant. Donc, ce déplacement
d'électrons à partir des réducteurs, donc ce déplacement du réducteur vers l'Occident engendre un courant électrique dans le circuit extérieur. C'est ce qu'on appelle une pile que l'on va détailler, dont le fonctionnement sera détaillé dans le fonctionnement sera détaillé dans le paragraphe suivant. Donc, et ce sera l'objet de la deuxième partie. Bon, le deuxième paragraphe concerne la constitution et fonctionnement d'une pile. Petit 1, la constitution d'une pile. De quoi est constituée une pile? On va consacrer l'explication sur un exemple de pile Daniel. La pile Daniel est constituée de 2 compartiments. Un premier compartiment, c'est un bécher contenant de la solution du sulfate de cuivre dans laquelle plonge une lame de cuivre. Un deuxième compartiment dans lequel il existe une solution de sulfate de zinc, Zn2 plus Aq plus SO4 de moins Aq, dans laquelle plonge une lame de zinc. Chaque compartiment constitue ce que l'on appelle une demi-pile. N'oubliez pas que l'on essaie de réaliser un circuit électrique. Donc un circuit électrique, ce sont des composants du circuit, il doit être fermé. Pour fermer les deux solutions, on utilise ce qu'on appelle un pont ionique ou un pont salin. C'est un tube en U contenant des ions positifs et des ions négatifs qui peuvent se déplacer le long. Donc c'est un pont salin, ou là un pont ionique. Après, pour fermer le circuit, on utilise un conducteur ohmique de résistance R et un appareil de mesure que l'on utilise généralement, un ampèremètre ou un milliampèremètre. Donc, là, il se pose une question. Comment brancher l'ampèremètre? Donc, l'ampèremètre a toujours une borne COM. Si la borne COM est reliée à la borne négative de la pile, on observe là une intensité qui est positive. Et inversement, dans le cas précédent. Donc, on va passer au deuxième paragraphe, expliquer le fonctionnement de la pile. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté à la description de la pile Daniel. On va entamer le fonctionnement de la pile. Connaissant les bornes positives et négatives de la pile, c'est-à-dire que l'électrode de cuivre est l'électrode positive, l'électrode de zinc et l'électrode négative. On peut ainsi connaître le sens du courant. Le courant se déplace de plus vers le moins. Donc, puisque le courant se déplace dans ce sens, les électrons vont se déplacer dans le sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des électrons qui se produisent, il y a production d'électrons au niveau de l'électrode de zinc et consommation des électrons au niveau de zinc. Au niveau de la... Donc, il y a production d'électrons au niveau de
l'électrode de zinc, ce qui se traduit par la réaction Zn de plus 2 électrons solides aqueux. Ces électrons vont se déplacer donc vers l'électrode de cuivre. Donc, ce qu'on peut dire, il y a consommation des électrons au niveau du cuivre. Suivant la demi-équation, C2 plus 2 électrons donne Cu solide. Donc, ce sont les deux demi-équations qui régissent le fonctionnement de la pile. Donc, pour obtenir l'équation globale, il suffit d'ajouter les deux demi-équations membre à membre. On obtient ainsi l'équation Cu2 plus aqueux plus Zn solide, Zn2 plus Cu solide. Donc, c'est l'équation globale ou l'équation bilan de la réaction de fonctionnement de la pile. Donc, là, au niveau de l'électrode de zinc, il se produit une oxydation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anode. Et on parle d'une oxydation anodique. Au niveau de la cathode, il se produit une réduction. C'est ce qu'on appelle la cathode et on parle de réduction cathodique. Donc ce sont les deux équations qui régissent le fonctionnement de la pile. Donc le symbole, le schéma conventionnel de la pile, quand on dit convention, c'est-à-dire ce sont des conventions à respecter. Donc la convention est la suivante. Donc tout d'abord, il faut déterminer quels sont les deux couples oxydo-réduction mis en jeu. Donc là, il s'agit d'électrodes positives. Et là, donc, le schéma conventionnel d'une pile est le suivant. Tout d'abord, à droite, on pose le signe plus. À côté, le couple de l'électrode positive. De l'autre côté, l'oxydant Zn de plus, Zn et la borne négative. C'est ce qu'on appelle le schéma conventionnel d'une pile. C'est très intéressant, du moment que, à partir de ce schéma, on peut déterminer la cathode, on peut déterminer l'anode, savoir les deux demi-équations qui se produisent au niveau de chaque électrode. Donc, troisièmement, après cette étude qualitative, on passe à la deuxièmement, étude un peu avant, on va expliquer un petit peu comment est-ce que les transferts des porteurs de charge au cours de la pile. Concernant le mouvement des porteurs de charge, qui sont les électrons dans le conducteur et les ions dans la solution, je vous invite à regarder la simulation suivante. Ce que vous voyez en vert, ce sont des électrons qui se déplacent du pôle zinc vers le pôle cuivre. De la même façon, on peut déterminer le sens du courant. Donc, le sens du courant, il est du pôle cuivre vers le pôle zinc. Donc, c'est le sens du courant. Vous constatez encore que l'électrode de cuivre
gagne de la masse, c'est-à-dire son volume devient de plus en plus grand. Ça revient à quoi? Ça revient à ce que les ions Ce2+ captent des écrans. Donc on a un excès de cuivre qui vient se déposer sur l'électrode de cuivre. De la même manière, on constate que l'électrode de zinc perd la masse. Ça s'explique par quoi? À ce que le zinc solide se transforme en Zn2+, c'est-à-dire il passe de l'état solide à l'état ionique en perdant 2 électrons. Autre chose, c'est que au niveau de chaque solution, pour le compartiment de cuivre, il y a un manque de charge positive. Donc, il risque de perdre son électroneutralité. Pour remédier à ce problème, c'est le pont qui joue ce rôle. Donc on va constater qu'il y a un déplacement des ions positifs K+, dans la solution de cuivre. Et de la même manière, il y a un déficit en charge négative dans l'électrode de zinc. Ceci va être comblé par déplacement des ions Cl- dans la solution. Le deuxième paragraphe, ça concerne l'étude quantitative de la pile. On va commencer par déterminer ce qu'on appelle la quantité d'électricité débitée par une pile. On sait que l'intensité du courant I est reliée à la quantité d'électricité Q par la relation Q égale I delta T. Delta T étant la durée de fonctionnement de la pile. Or, on sait que les porteurs de charge sont des électrons. Si, pendant delta T, le nombre d'électrons est grand N, on a Q qui est égal à N fois E. E étant la charge élémentaire portée par chaque électron. Donc le nombre d'électrons étant grand N, chaque électron transporte petit e charge, donc Q est égal à NE. Donc on va essayer de chercher le nombre d'électrons et le relier à la quantité de matière. D'autre part, on a N de E est égal à N sur Na, la constante d'Avogadro. C'est quoi ça, N de E? C'est la quantité de matière d'électrons déplacés. Donc, on remplace en N, c'est quoi? C'est N de E que multiplié Na. En remplacement dans Q, ça donne N de E que multiplie Na, que multiplie la E, que multiplie delta T. Vous constatez, on pose F égale Na que multiplie E, qui est égal à 6,02 10 puissance 23, que multiplie 1,610 moins 19, ça donne 96 500 coulombs par mol. C'est quoi? Là, l'unité c'est le mol moins 1 et le 6 c'est le coulomb, ça donne coulomb par mol. F, ça porte le nom de ce qu'on appelle, c'est le Faraday. C'est quoi le Faraday? C'est tout simplement la quantité d'électricité transportée exactement par une mole d'électrons. Et par conséquent, Q, elle s'écrit N de E que multiplie F qui est aussi égal à I delta T. C'est la relation que vous devez absolument apprendre par cœur et l'utiliser pour résoudre vos exercices. Ça, c'est une première relation. Donc, la question là qui se pose, comment est-ce qu'on détermine N de E, la quantité d'électrons déplacés? Donc, pour déterminer la quantité, comment relier N de E, comment relier N de E
à l'avancement X d'une réaction. Pour cela, on va utiliser un tableau d'avancement simplifié, c'est-à-dire on va utiliser soit la réaction cathodique ou anodique, c'est la même chose. Donc oxydant, A oxydant plus N électron donne réducteur. Donc état initial et à un instant donné T. Donc on va noter N initial au X et là c'est la quantité de matière des électrons 0. Donc N initial de oxydant moins AX, là ça donne BX et là N fois X, N étant ce coefficient là dans la réaction. Donc on a N de E est égal à N Q multiplie X, ou N de E, d'après la relation précédente, c'est Q sur I fois delta T. C'est Q sur F qui est égal à I delta T sur F. Donc, on obtient X qui est l'avancement de la réaction, I delta T sur N fois F. Donc, connaissant la durée de fonctionnement de la pile, l'intensité qu'il débite, le coefficient petit n, Faraday, on connaît la valeur, on peut déterminer X à chaque instant. Le deuxième paragraphe, petit b, c'est la généralisation. Bien entendu, on peut réaliser d'autres piles, pas exactement la pile Daniel, généralement entre deux métaux M1 et M2. Donc, il suffit d'un métal M1 et un métal M2 qui plongent chacun dans sa solution ionique. Donc, si le métal M1 est le bord positif et là le bord négatif, le symbole en général de la pile, elle sera M1N1+, M1 solide, M2 N2, N2+, M2 solide, moins. Donc, c'est le symbole d'une pile.